Bonsoir. Bonsoir, je regarde l'heure, il est 21h30 passé. Contractuellement, c'est l'heure de parler de l'inconnu, ou plutôt de ma fascination pour l'inconnu, de nos lendemains, nos inconnus. Vous voyez en une phrase, j'ai cité 2 fois le mot inconnu, avec des orthographes différentes. La langue française est magnifique. Mais ce n'est pas... je ne suis pas futurologue. Et je vais essayer surtout de parler comment, en tant qu'artiste, j'essaie d'imaginer le monde de demain. L'une des premières choses que j'aimerais évoquer un endroit d'abord et un personnage. L'endroit, c'est ma ville de naissance, Belgrade. Euh, vous savez que c'est une ancienne capitale de la Yougoslavie, que c'est maintenant la capitale de la Serbie. Les choses ont bougé très violemment. Et le personnage, c'est le maréchal Tito. Le maréchal Tito est responsable de ce que je suis devenu, et je vais vous expliquer comment et pourquoi. Il est responsable parce qu'il a vaincu les nazis dans les Balkans, la Seconde Guerre mondiale. Il les a vaincus par son courage, grâce à ses partisans, ses soldats, parmi lesquels se trouvait mon père. Il est responsable aussi parce qu'il a pris en affection mon père et il lui a proposé d'être son tailleur à la fin de la guerre, ce que mon père fut pendant un temps. Il est responsable aussi parce qu'il a mis sous mes yeux une ville que j'aimais, enfant, mais une ville qui était lézardée, lacérée par la violence de la guerre et qui n'a pas fait de ravalement. Il n'a rien ravalé, il a tout laissé comme c'était en 1945 à la fin des hostilités. Donc j'ai joué dans ces endroits-là que j'aimais, la ville je la trouvais sublime. C'était un terrain de jeu formidable, mais il est responsable aussi d'avoir installé en face de chez moi, dans un parc, un musée à ciel ouvert, un musée de la guerre, où on pouvait voir les armes de la Seconde Guerre mondiale, mais même de la Première, des chars d'assaut, des avions, des canons, etc. Et tout ça, moi, je jouais à la guerre dessus avec mes petits camarades. Donc tout ça, c'est de la mémoire qui s'accumule, de la mémoire de la violence, dans une ambiance de politique tendue, dans une ambiance géopolitique tendue, dans une ambiance de culte de la personnalité. Il est responsable aussi de m'avoir fait défiler parmi les pionniers enfants avec un petit foulard rouge dans les stades à sa gloire. Et lorsque mon père est parti pour Paris et qu'on l'a rejoint beaucoup plus tard, il est responsable d'avoir laissé mon père partir finalement. Lui qui était proche de lui à un moment, c'est un grand mystère. Alors donc maintenant, ciao, maréchal Tito, j'arrive en France. Je suis confronté à la vie de l'Occident. Je découvre une langue absolument sublime, la langue française, celle qui permet de citer 2 fois le mot inconnu. Voilà. Et cette langue française me plaît énormément parce qu'elle me permet de raconter des histoires et en même temps, je me rends compte que Tito était aussi responsable de m'avoir laissé dessiner sur les trottoirs de Belgrade. Et ma passion est née sur les trottoirs de Belgrade à la craie. Donc je découvre en France un genre littéraire que je ne connaissais pas, ou pratiquement pas, c'est la bande dessinée franco-belge. Et c'est ainsi que l'écriture, le dessin m'amène à m'exprimer, évidemment, beaucoup plus tard, avec ce que j'ai énuméré de la part de ce Tito, de ce maréchal que finalement les Yougoslaves aimaient bien parce qu'il les avait sauvés et que finalement il les avait sauvés aussi de Staline. Ce qui reste de cette enfance, c'est sans doute cette matière mystérieuse, insidieuse qui s'est placée en moi et qui fait que graphiquement, elle va chercher sa source dans ces souvenirs-là, dans cette mémoire-là. Ma rencontre avec Pierre Christin nous amène à faire des livres politiques, un peu prospectifs, les phalanges de l'Ordre noir et Parti de chasse. Et ensuite, je travaille seul sur la prospective, toujours également, avec l'idée que les 3 éléments du temps,
forme une conjugaison. Ce n'est pas de la grammaire, ce n'est pas de la langue, mais c'est de l'imaginaire. Vous conjuguez le présent dans lequel on vit avec la mémoire du passé que vous avez connu et vous obtenez par la conjugaison une vision qui est celle d'un avenir proche. C'est comme ça que j'ai fonctionné, y compris sur la matière terrible que fut l'éclatement de la Yougoslavie. On y revient à la Yougoslavie, c'était dans les années 90, éclatement, pour des raisons que les médias, que les intellectuels n'ont pas vues ou pas voulu voir, pour des raisons aussi religieuses. Cela m'amène à me poser la question de l'inconnu du futur proche mondial. Et l'inconnu du futur proche mondial, en 1995, lorsque je vois apparaître les talibans en Afghanistan, me fait imaginer quelque chose de très plausible et qui va malheureusement arriver en 2001, le fameux 11 septembre que tout le monde connaît, qui a sidéré le monde entier, qui m'a sidéré aussi, mais qui ne m'a pas surpris. Alors c'est ainsi que cette façon d'essayer de regarder devant, toujours, est une façon de s'exciter l'imaginaire, parce qu'il y a ça aussi, c'est pas, le réel ne m'ennuie pas au point de ne pas vouloir le traiter, mais décaler le réel de quelques années simplement, finit par se poser des questions justes que les journalistes ne peuvent pas se poser. Et ça, c'est le travail de l'artiste qui est, dit-on, et moi je souscris assez à ça, qui voit les choses que les autres ne voient pas, ou qui voit au-delà de ce que les autres voient. Alors, donc tout ce travail accumulé avec un graphisme assez dur, me dit-on, on me dit qu'il est dur mon graphisme, alors sombre aussi. Moi je pense que c'est un manque d'humour. Je pense que c'est un manque d'humour parce que... attendez, c'est pas de la Slivovica, je vous assure, c'est de l'eau. Slivovica, c'est un alcool de prune serbe. Non, ce qu'il faut faire, c'est me lire aussi, pas seulement regarder les images. Si vous me lisez, vous comprendrez qu'il y a souvent et toujours un décalage. La redondance en littérature, en écriture, en dessin, en peinture, c'est une catastrophe. Donc il y a toujours quelque chose qui est dans ce décalage, dans cette dérision, et qui fait finalement que ce que je raconte peut être terrible, peut être visionnaire, mais recèle toujours une zone où l'intellect peut se poser des questions, où on peut discuter avec soi-même, avoir un peu de distance. Donc ça, c'était pour me faire comprendre, en tant qu'artiste, à ceux qui n'ont pas d'humour et qui ne voient pas que ce que je dessine est souvent très drôle. Mais c'est notre monde. Et alors notre monde, encore plus celui-là, dans lequel on est, tout ce qu'on a entendu cette soirée était assez exceptionnel, mais nous a montré que ce monde était en marche et qui ne donnait pas du tout de possibilité de retour. Il y a eu une rupture numérique terrible, effrayante et magnifique à la fois. L'outil de technologie moderne et nouvelle est tout à fait fascinant et je m'en sers le premier avec plaisir. Mais cette rupture est très brutale parce qu'il y a une rupture de la mémoire. Quelque chose qui est rarement arrivé dans l'histoire de l'humanité, parce que si on prend par exemple l'imprimerie, c'est une invention formidable. Moi qui aime les livres, je suis très reconnaissant à Gutenberg de son invention. Mais c'est une invention qui a mis du temps à s'installer. C'est une invention qu'il a fallu porter dans les villages, la dispersion des livres réimprimés, la multiplication des exemplaires. Tout ça, c'était merveilleux pour une élite d'intellectuels, d'écrivains, de philosophes, mais la portée a mis du temps à s'installer, y compris toutes les grandes révolutions industrielles du XIXe siècle. Alors que là, état de sidération immédiat, le monde entier est concerné, un tsunami nous impose une nouvelle façon de penser, de vivre, de fonctionner. Ça crée évidemment une rupture, il y a des laissés pour compte, il y a des victimes, les personnes âgées évidemment les premières. Mais quand je dis de rupture de mémoire, il y a aussi un déficit de transmission qui est imposé simplement par la violence de l'événement. Donc,
on est dans ce monde-là, face à un inconnu qui n'est plus si inconnu que ça, puisque finalement les pistes, on les connaît, elles sont dessinées. Une nouvelle génération va prendre les choses en main et elle le fera bien, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Et elle sait ce qu'elle doit vérifier, regarder, checker, et qui est devant, et qui n'est plus l'inconnu. C'est les nanotechnologies, c'est le transhumanisme, l'homme augmenté, c'est l'immortalité. Il y en a qui en rêvent. C'est l'intelligence artificielle. Et si l'artifice devient plus intelligent, c'est plus embêtant. On est dans cette aventure qui se dessine devant nous, qui est une aventure que je trouve parfaitement excitante. Et en tant qu'auteur, artiste, elle me donne énormément de possibilités, et nous donne énormément de possibilités. Et la culture se doit d'être présente sur ce terrain aussi. Mais là aussi, les nouvelles générations feront le boulot, j'en suis sûr et certain. Donc, on a les pistes. C'est une ligne de crête sur laquelle il faut avancer. Et je pense alors à un ami cher qui nous a quittés il y a peu de temps, quelques semaines, Paul Virilio. Alors, Paul Virilio, c'était un très grand urbaniste, un essayiste au regard d'acier acéré. C'était quelqu'un de très ludique aussi, de très joueur. Et il disait une chose très simple. Il disait, lorsque l'homme invente une nouvelle invention, chaque nouvelle invention de l'homme invente aussi l'accident qui va avec. Ça paraît évident, et c'est une évidence, mais qu'il ne faut pas perdre de vue. Parce que avancer sur cette crête, sur cette ligne, sur cette lame de rasoir, c'est bien, mais il faut le faire avec solidité, avec lucidité. Il faut que la colonne vertébrale, parce que la colonne vertébrale de l'humain, c'est la mémoire. Et il faut que cette colonne soit solide, soit en béton. Parce que la mémoire, sans mémoire, il n'y a pas de futur. Merci.